système sur le revenu que peut dégager mon exploitation, parce que donc j'ai des animaux rustiques, ce qui veut dire très peu d'intervention vétérinaire et d'achat de produits pour leur santé. C'est des animaux élevés 100% à l'herbe, donc pas d'achat de concentré, donc des animaux que j'élève de la naissance jusqu'à la finition avec très peu de frais au final, et une très bonne valorisation via la vente directe. Donc au final, j'ai un système qui propose une bonne rémunération pour le travail effectué. Ouais. Bastien Coco s'est installé il y a 5 ans en reprenant l'exploitation familiale. Il l'a convertie en passant de la production de lait à celle de viande en bio. Aujourd'hui, il estime que le système qu'il a mis en place fonctionne bien et qu'il pourrait être une voie à suivre. Alors si j'ai un jeune à convaincre de faire un peu comme moi au niveau du système que j'ai mis en place, ça serait surtout par rapport aux risques financiers que j'ai. J'ai des investissements aussi dans le cheptel, un peu de matériel, un hangar photovoltaïque qui s'autofinance. Donc finalement, demain, si je veux arrêter, je revends mon cheptel et le peu de matériel que j'ai. Et voilà, je rembourse mes emprunts et je pars faire ailleurs ce que je veux sans pression financière particulière, quoi. Donc ça, je trouve que c'est un super point positif de mon système. Et l'autre point positif aussi, c'est d'être en phase avec ce que veulent les citoyens, quoi. Les citoyens veulent des systèmes vertueux, des produits de qualité, et du bien-être animal, du bocage, de la biodiversité. Quel est donc le système de Bastien Coco et comment l'a-t-il élaboré? Donc c'est à travers des voyages. J'ai voyagé en Australie. Là-bas déjà j'ai rencontré la race Angus. Et ensuite je suis parti en Nouvelle-Zélande 2 mois. Et pendant 2 mois j'ai voyagé à vélo. J'ai acheté un vélo, une tente, des bagages et j'ai fait toute la Nouvelle-Zélande à vélo. Et là-bas encore j'ai rencontré énormément de troupeaux de race Angus qui étaient élevés à l'herbe et en pâturage tournant dynamique. Et donc à travers ces voyages, j'ai eu le coup de cœur pour la race Angus et aussi pour l'élevage à l'herbe en pâturage tournant dynamique. Coup de cœur pour son aspect, une robe noire sans cornes, court sur pattes et assez trapue. C'est une race très rustique qui a la capacité de valoriser des fourrages grossiers. Donc elle a la capacité de produire du gras avec de l'herbe exclusivement. Elle a en plus la qualité de s'adapter à tout type de climat, que ce soit le froid, l'eau ou presque le chaud l'été. Elle vèle très facilement. Elle fait des tout petits veaux et du coup, depuis mon installation, je ne suis pas intervenu sur aucun des vélages. Elle vèle toute seule. Elle est assez précoce, très fertile. Voilà quoi, moi j'y vois que des qualités. Le pâturage tournant dynamique consiste à pâturer de l'herbe toujours au bon stade. Et moi je vise le stade 3 feuilles de l'herbe. Il vise aussi à ne jamais surpâturer l'herbe. Ne pas surpâturer l'herbe permet derrière à ce que l'herbe pousse de manière dynamique et qu'elle résiste mieux aux intempéries ou aux sécheresses et coups de chaleur. Et donc pour cela, je dimensionne les paddocks en fonction de la taille des lots et de leurs besoins pour que les animaux ne restent pas plus de 3 jours sur un paddock. L'idéal c'est 1 à 2 jours, mais pas plus de 3 jours parce qu'au-delà de 3 jours, lorsqu'on pâture une fois l'herbe,
Elle met 3 jours à recréer des jeunes pousses. Il ne faut surtout pas repâturer ces jeunes pousses parce que là, on vient amoindrir les réserves en énergie qui se trouvent dans la gaine et la racine pour que l'herbe reparte ensuite. Donc si on remange ces jeunes pousses, là, on enlève la dynamique de pousses. Et donc le stade 3 feuilles arrive en 15-20 jours jusqu'à 45-50 jours suivant les saisons. Il y a une organisation au niveau du parcellaire déjà. Il faut que tous les paddocks soient dimensionnés. Donc moi je fais ça l'hiver, je calcule la dimension de mes paddocks en fonction des lots. Et il faut que tous les paddocks soient clôturés en avance, c'est quand même mieux. Et surtout, il faut que chaque paddock ait un accès au réseau d'eau d'abreuvement. Depuis mon installation, j'ai enterré ou distribué un réseau d'eau d'abreuvement qui vient apporter l'eau sur chaque paddock. Et ça, c'est indispensable parce que si, par exemple, moi j'ai 4 lots sur la ferme, je les change tous les jours à tous les 3 jours. Et s'il y a une tonne à eau à déplacer pour ces 4 lots-là, ça devient ingérable, quoi. Donc le réseau d'eau d'abreuvement est indispensable. Allez, venez. C'est vrai que clairement, c'est plus contraignant que distribuer une ration en bâtiment. Il faut aller surveiller la pousse de l'herbe au quotidien et adapter la rotation en fonction de cette pousse de l'herbe. Donc au démarrage, au déprimage, j'ai une rotation de paddock qui suit d'un paddock à l'autre pour faciliter les déplacements. Mais au fur et à mesure de la saison, il peut y avoir des paddocks qui décrochent en pousse. Alors là, on transite les animaux d'un paddock à l'autre. Et même si c'est à l'autre bout de l'îlot, il faut le faire quoi, pour toujours prendre l'herbe au bon stade. Et donc je dimensionne les paddocks l'hiver. Et le calcul, c'est que normalement, au stade 3 feuilles, on a environ 1100 kg de matière sèche d'herbe par hectare. Et le couple mère-veau ont besoin de environ 16 kg de matière sèche par jour. Donc quand je sais que j'ai 1100 kg de matière sèche à l'hectare, je dimensionne mon paddock en fonction du nombre de couples mère-veau. Les bœufs en finition ont un besoin de 13-14 kg de matière sèche et les animaux de 1 à 2 ans un peu moins. Donc je dimensionne mes paddocks en fonction de ces besoins-là. Alors la portance des sols, d'une part, s'améliore via des prairies très bien installées. Au fur et à mesure des années, je sens que les prairies acceptent beaucoup mieux un piétinement, même sur des terrains très humides. Et aussi la technique du pâturage tournant dynamique, comme on reste peu de temps au même endroit, on évite les surpiétinements et on évite la destruction de la prairie tout simplement. Donc cette année, la mise à l'herbe a été très compliquée. J'ai commencé sur les terrains importants et j'ai commencé à les sortir que des demi-journées en les rentrant sur des parcelles parking. Il y a eu des traces de pas forcément dans les parcelles. Mais justement, le fait de ne pas rester longtemps sur la même parcelle et d'avoir du recul avec des prairies bien installées et plusieurs années de pâturage tournant dynamique, même si on a du piétinement, ça repart très bien. On l'a vu ce matin, les prairies sur lesquelles on a fait les changements de paddock n'ont pas été retournées à la mise à l'herbe, mais pas loin pour certaines. Et non, ça repart bien derrière. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur à les lâcher assez tôt, même si c'est humide. Parce que si j'avais retardé ma mise à l'herbe, aujourd'hui j'aurais plein de paddocks avec un stade de l'herbe largement dépassé du stade 3 feuilles. Et du coup là, on baisse la qualité de l'herbe, on diminue la production laitière pour les vaches, pour leurs veaux, on diminue la finition des bœufs. Donc voilà. Prendre le risque à la mise à l'herbe, donc fin février, de entre guillemets abîmer les prairies, c'est un bon risque pour le reste du printemps, quoi.
Au démarrage, à mon installation, j'avais un tout petit troupeau et j'ai pratiqué le pâturage tournant dynamique dès le début. Mais du coup, avec un petit troupeau, des petits lots, j'avais des petits paddocks et forcément, j'avais des paddocks qui se retrouvaient au milieu des champs. Même si les champs sont entourés de haies et d'arbres, j'ai des paddocks qui étaient au milieu des champs. Et donc là, les animaux avaient aucun abri contre les intempéries ou pour se mettre à l'ombre l'été contre le soleil. Et donc là, c'est par cette problématique que je me suis dirigé vers l'agroforesterie. Donc l'agroforesterie, c'est le fait de planter des lignes d'arbres en intraparcellaire. Et ces lignes d'arbres viennent découper tous mes paddocks de pâturage tournant dynamique. Et donc à l'avenir, donc là j'ai planté en 2020 et 2021. Il va falloir attendre une quinzaine d'années avant que les arbres apportent vraiment de l'ombre sur tous les paddocks, quoi. Halfway from home, I picked up my phone. Dans les plantations d'agroforesterie, il y a plusieurs essences d'arbres. Alors je vais les citer, il y a le merisier, tilleul, orme et deux espèces de chênes, chêne pubescent, chêne chevelu. Donc ils vont tous avoir une conduite de taille différente. Le merisier et le tilleul vont être conduits en fût haut pour faire du bois d'œuvre plus tard. Les chênes vont être conduits en tétard pour que ceux-là restent, j'espère, des années et des années sur les parcelles et produisent du bois de chauffage tous les 9 à 10 ans. Et on a enfin l'orme. L'orme, lui, sera conduit en tétard bas et viendra apporter du fourrage vert l'été. La mise en place s'est faite en partenariat avec la Chambre d'agriculture et Jean-Charles Visset. Donc c'est lui qui m'a conseillé donc dans les espèces en fonction de mon sol et de mes objectifs. C'est lui qui m'a aussi conseillé dans la densité d'arbres à l'hectare. Là, je suis à 55 arbres à l'hectare, sur des lignes espacées tous les 25 mètres. Et voilà, tout ça a été aussi subventionné à 80% pour financer l'arbre, l'acte de plantation, la protection autour de l'arbre et aussi les clôtures de chaque côté de la rangée d'arbres. Alors il y a eu 2 années de plantation, donc 2 fois 500 arbres. La première année, donc j'ai suivi un conseil pour l'installation des clôtures. Et en fait, la clôture est tenue sur un gros piquet planté dans le milieu de la ligne d'arbres et d'y fixer un autre piquet à l'horizontale. Et de chaque bout du piquet, j'ai les isolateurs qui tiennent le fil. Ce système-là, c'est bien, mais il y a 2 problématiques. C'est que si les animaux viennent se bousculer contre le piquet, ça peut faire pivot. Donc là, ça lève le fil d'un côté et elles ont accès à la rangée d'arbres. Et l'autre problématique aussi, c'est qu'il n'y a qu'un seul fil. Et quand je mets les vaches avec les jeunes veaux, ils passent sous le fil et pareil, ils viennent se frotter aux arbres et manger les jeunes pousses. Donc ça, c'est bien, mais c'est pas l'idéal. Donc sur la 2e plantation, la 2e année, j'ai mis un autre système. C'est toujours un piquet planté dans la ligne d'arbre. Et là, c'est 2 piquets de fibres de verre fixés par des crampillons sur le piquet de bois. Et de chaque bout du piquet de fibres de verre, j'ai un isolateur avec le fil qui passe dedans. Donc là, au moins, j'ai double fil et les piquets sont maintenus de manière fixe. Ils ne peuvent pas pivoter.